Elles sont si proches, murmura Isaiah à son oreille en désignant les étoiles. On dirait qu'elles vont se poser près de nous. Tu crois que c'est possible ? Les étoiles ne se posent jamais près des hommes, répond-il dans un souffle, sauf la plus belle d'entre elles. C'était un extrait de la 6e page d'un des livres dont je vais vous parler ici. Vous pouvez checker dans la description si vous avez trouvé duquel il s'agissait. Hello et bienvenue à la 6e page où on discute lecture façon book club. Afin de démarrer l'été sur de bonnes bases, j'ai voulu imaginer quels étaient les 6 livres que j'emmènerais avec moi si je devais me retrouver sur une île déserte. Alors là, il faut vraiment imaginer un naufrage où je serais la seule survivante et je me retrouverais avec mes 6 bouquins. Pourquoi 6 me direz-vous ? Eh bien 6, comme d'habitude j'ai envie de dire, je fais toujours des sélections de 6 romans dans mes épisodes, parce que la 6e page, tout ça, mais aussi parce que ça me paraissait transportable, 6 livres, je trouve que c'est ni trop ni pas assez, et en règle générale, 6 livres à vous présenter, c'est quand même assez digeste comme nombre et comme quantité d'informations. En réfléchissant et en préparant cet épisode, je me suis aussi dit que ça serait sympa que j'en fasse un, d'ailleurs où je vous recommande des livres qui se déroulent sur une île, parce que c'est pas le cas ici, mais j'adore aussi ce contexte, surtout en été, donc je vais y penser pour la prochaine fois. En tout cas, on est très vibes Blue Lagoon, à la différence que moi je suis seule là, et pas coincée avec un beau mec ténébreux. Ou alors ça me fait penser aussi à un des tomes de la BD Natacha, je sais pas si vous connaissez, c'est une hôtesse de l'air à qui il arrive plein d'aventures, et il y a un tome comme ça où elle se retrouve sur une île déserte avec le steward de l'histoire, et c'est vraiment une BD que j'adorais lire chez mes grands-parents quand j'étais petite. Enfin bref, on est ambiance sable fin, cocotier, bronzette, mais clairement que quand je lis, parce que le reste du temps, du coup c'est mode survie activé. Alors évidemment, île déserte, situation extrême, dit critères de sélection. Il y en a quelques-uns quand même. Déjà, il fallait que ça soit un livre long, parce que, mine de rien, faut passer le temps. Il fallait que ce soit un livre dans lequel je pourrais toujours découvrir de nouvelles choses, donc qui peut par exemple avoir plusieurs niveaux de lecture en fonction de l'âge, ou alors plein de détails. Aussi un livre qui me permette de rentrer à fond dans une histoire, de m'évader avec un univers assez riche. Il fallait que ce soit des livres que j'adore, évidemment. Potentiellement un livre lourd, qu'il puisse me servir à assommer un assaillant cannibale au besoin. Mais il fallait pas que ce soit un livre policier ou avec une enquête, parce que je trouve que à la limite, une deuxième fois, pourquoi pas, tu vois l'engrenage et tout, mais après, ça sert quand même plus à grand chose. Et puis, il fallait aussi un livre qui donne matière à réflexion, dont je vais pouvoir ruminer comme ça les éléments pendant un bon moment. Alors je vous cache pas que c'était vraiment super dur de choisir, parce que certains de mes livres préférés sont en fait des sagas, auquel cas, tout de suite, ça pouvait prendre 2 ou 3 places dans la sélection, donc tricheuse me direz-vous, mais j'ai parfois mis un petit peu des intégrales. Après tout, c'est un seul bouquin. Et aussi, je me disais que si jamais personne ne venait à ma rescousse sur mon île, là, j'allais lire ces livres-là en boucle toute ma vie. Donc un peu hardcore de me dire qu'il y en a certains que je lirai plus jamais. Mais bon, c'est comme ça. Et on commence tout de suite avec un de mes livres préféré, même une saga dans une saga, en fait, je devrais dire, puisqu'il s'agit de Elana, donc Le Pacte des Marches-Sombres, l'intégrale de Pierre Bottero. C'est publié chez Rajo. Donc Elana, je pense vraiment que c'est mon livre préféré de tous les temps. J'ai pas l'intégrale d'ailleurs, je vous parle d'intégrale, mais moi j'ai juste les 3 tomes séparés chez moi. Mais pour l'occasion, j'aurais évidemment acheté, et très cher en plus, cette intégrale, parce qu'elle est quasiment introuvable aujourd'hui. Mais j'ai bon espoir qu'il y ait une réédition un jour. Pierre Bottero fait aussi partie de mes auteurs préférés, et dans tous ses écrits, c'est la saga Elana qui se démarque particulièrement, alors avec Ewilan évidemment. Et d'ailleurs, un de ces 4, je vous ferai un épisode dédié aux œuvres de Pierre Bottero parce qu'il y a de quoi discuter et que j'en ai lu quand même pas mal maintenant. Le Pacte des Marches-Sombres, c'est tout ce que j'aime. Un univers de fantasy que je connais par cœur en plus pour avoir poncé les Ewilan quand j'étais ado. De l'aventure, des personnages hyper attachants, des drames, beaucoup de poésie. C'est juste parfait, parfaitement dosé. Donc c'est sans hésitation que j'emmènerai cette saga.
Alors si une intégrale de tous les Ewilan, donc 6 tomes, plus les 3 tomes d'Elana avaient existé, c'est ça que j'aurais emmené. C'est juste qu'Elana, là, je l'ai lu qu'une fois, contrairement à Ewilan, donc je serais trop heureuse de la redécouvrir. Et en plus, le Pacte des Marchands, ça peut quand même facilement s'adresser à un public adulte, même si Ewilan aussi, c'est quand même plus initialement écrit pour la jeunesse. Et donc Elana regorge de détails, de sens cachés, et je suis sûre que j'ai encore plein de choses à y découvrir. Bon, alors pour ce titre, je dois bien avouer que je suis vraiment pas sûre de mon coup, parce que je l'ai lu quand j'étais à la fin du collège, je pense, en vacances, et j'avais trop aimé, mais j'ai aucune idée de si je l'aimerais toujours aujourd'hui. C'est La guerre des elfes, anciennement appelée La guerre des fées, écrit par Herbie Brennan et publié chez PKJ. On y suit Henry Atherton qui voit sa vie basculer quand débarque chez lui par accident le prince Pyrgus, héritier du royaume des elfes de la lumière. Poursuivi, Pyrgus a dû prendre la fuite à travers un portail magique et avec l'aide d'Henry et de son voisin Monsieur Forgatti, il va tenter de rentrer chez lui et de sauver son royaume en péril. Mais pour cela, le trio va devoir combattre les elfes de la nuit, les redoutables ennemis du pays. Pourtant, malgré la bravoure de Pyrgus et de ses amis, et le soutien indéfectible de la princesse Holly Bleue, l'empereur meurt, et une nouvelle guerre commence. À qui reviendra le trône ? J'étais partie pour vous faire un résumé à ma sauce, mais j'ai totalement lu le résumé officiel finalement. Donc j'ai plusieurs fois pensé à me refaire une relecture de cette saga, mais je l'ai toujours pas faite. En tout cas, l'avantage c'est que l'exemplaire que j'ai, c'est une énorme intégrale de 5 tomes, si je me trompe pas, et donc il est vraiment dense, lourd. Je pense qu'il y a de quoi vraiment passer un bon moment, en dehors du fait qu'il peut me servir d'arme au besoin, clairement. Ou pour faire démarrer un feu pendant des décennies, si jamais vraiment je l'aime pas. Je m'en souviens que très peu, mais j'ai un peu comme des flashs qui me reviennent de temps en temps quand j'y repense. Et je me rappelle quand même que j'avais vraiment aimé l'histoire, que c'était assez immersif, donc ça serait l'occasion de la redécouvrir. Et je me rappelle que j'avais quand même trouvé ça long vers la fin, mais en même temps, ça faisait plus de 1200 pages pour une fille de, je sais pas, 13-14 ans, ça m'étonne quand même pas trop. Alors le livre dont je vais vous parler maintenant, c'est un peu l'exception de cette sélection, car c'est le seul roman que je n'ai pas encore lu, mais que j'emmènerai volontiers sur mon île déserte, et c'est Les 4 filles du Docteur March, donc Little Women, écrit par Louisa May Alcott. Et il s'agit d'un classique qui se passe pendant la guerre de sécession aux États-Unis, et on suit 4 sœurs qui, en l'absence de leur père, qui est parti proche du conflit, vont faire face aux difficultés de la vie quotidienne de l'époque. Les 4 sœurs sont aussi différentes qu'elles sont proches et elles sont terriblement attachantes. On ne peut qu'adorer leur caractère entier. C'est une histoire qui m'a partagée entre le rire, les larmes, tout un panel d'émotions fortes qui laisse clairement pas indifférent. Et si malgré le fait que je vous disais juste avant que je ne l'avais pas encore lu, je peux quand même vous en parler, c'est parce que j'ai découvert cette histoire via le film qui est sorti en 2019, donc Little Women, avec Emma Watson, Saoirse Ronan, etc. Ouais, j'ai un accent un peu pourri, mais il paraît que ça se dit comme ça, son nom. Et j'avais eu un énorme coup de cœur, à tel point que je l'ai revu quelques jours après, et que depuis, je l'ai revu encore pas mal de fois. Et depuis, j'ai très envie de le lire, mais je n'ai jamais pris le temps de le faire. Ah, je dis ça, mais c'est pas vraiment une question de temps, parce que il m'aurait suffi juste de le mettre à la place d'un autre livre à lire. Mais je crois surtout qu'il m'intimide un peu. Déjà, c'est un bon gros pavé quand même en littérature classique, donc ça demande mine de rien un peu plus de concentration face à des phrases qui font pas nécessairement partie du langage courant. Et je sais pas, j'ai peut-être un peu peur aussi de pas aimer autant que le film. Mais bon, sur une île, j'aurais vraiment plus d'excuses pour ne pas le lire, et en vrai, je suis persuadée que je vais l'adorer. On va parler maintenant de Lady Helen, écrit par Alison Goodman, qui est publié en brochet chez Gallimard Jeunesse et en poche chez Pôle Fiction. C'est un livre dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. On y suit Lady Helen dans ses débuts à Londres en 1812. Elle est destinée à faire un beau mariage et la jeune fille va soudainement être plongée dans les ombres de la Régence lorsque des meurtres sanglants sont commis. Elle est tiraillée entre la société à laquelle elle appartient pleinement et qui lui offre un avenir radieux, et ses aptitudes inattendues pour combattre les démons qui ont infiltré toutes les couches de la société londonienne. Elle doit faire un choix, une vie d'insouciance et de privilèges ou un monde terrifiant qu'elle aurait désormais bien du mal à ignorer.
Avec ce titre, on flirte entre fantasy, romance, mystère, pour un cocktail tellement alléchant qui m'a entièrement happée. Et là, je suis très triste parce qu'il n'y a pas d'intégrale et que je ne pourrais emporter qu'un seul tome, alors qu'il y en a 3. Et je sais plus du tout lequel j'ai préféré parce que, comme j'enchaîne tout le temps les tomes d'une saga, j'ai tendance à ne plus les différencier et à juste voir l'histoire dans son ensemble, ce qui me convient totalement, sauf quand je dois faire un choix. Donc bon, admettons que j'emmène le tome 1, mais je pourrais imaginer la suite d'après mes souvenirs, ça me semble quand même assez raisonnable. Et si mon résumé ne vous a pas encore convaincu, les quelques phrases en 4e de couverture auront très certainement raison de vous, comme elles l'ont eu de moi, puisqu'on nous dit entre romance à la Jane Austen et dark fantasy. Bon, encore une intégrale, quelle tricheuse. Je vais vous parler de Toby Lowness, écrit par Timothée de Fombelle et publié en brochet chez Gallimard Jeunesse et en poche chez Folio Junior. Je vous ai déjà beaucoup parlé de ce livre dans mon épisode sur les livres et éco-fiction qui parlent des arbres et des forêts, et c'est d'ailleurs un épisode que je vous conseille d'aller écouter si le sujet de l'écologie vous intéresse, et même pas que finalement. Toby Lowness, c'est une duologie jeunesse, mais qui offre plusieurs niveaux de lecture pour un récit entre aventure épique et critique bien salée de la société. C'est une histoire belle, touchante, drôle, grinçante, triste, un peu tout ça à la fois pour finalement un récit fantastique qui va vous embarquer dans un voyage dans les cimes des arbres avec Toby qui mesure 1,5 mm, plutôt petit si on le compare aux autres habitants du Grand Chêne. Toby est en fuite, il est traqué par les siens car son père a refusé de livrer le secret d'une invention révolutionnaire. Sa famille a été emprisonnée et seul Toby a pu s'échapper. Quête de la vérité, amitié, famille, amour, politique, enjeux environnementaux, exploitation, etc. Vous l'aurez compris, ce livre nous offre un panel de sujets délicieusement bien traités qui est accessible pour les plus jeunes comme pour les adultes. Pour moi, Timothée de Fombelle a écrit un livre vraiment brillant que je prendrai énormément de plaisir à redécouvrir. Et le dernier livre que je voudrais vous présenter, car c'est à coup sûr que je l'emmènerai sur mon île déserte, c'est Là où chantent les écrevisses, écrit par Delia Owens. Il est publié en brochet chez les éditions du Seuil et en poche chez les éditions Point. Je voulais vous lire le résumé, mais il spoil super loin l'histoire, donc je vais vous le faire à ma façon. C'est un roman qui nous plonge profondément dans les marais de la Caroline du Nord, avec une ambiance poisseuse, moite, où l'on suit Kaya, cette petite fille un peu sauvage, entourée de ses parents, de ses frères et sœurs. Kaya grandit et sa famille part doucement, sans bruit, sans esclandre, juste un abandon long et douloureux. Sa mère, puis son dernier frère, et Kaya, restée seule avec son père, dans la cabane branlante qui leur sert de foyer, va apprendre seule à vivre. La fille du marais fait peur dans les villages alentours, trop seule, trop sauvage pour appartenir à la société, alors quand un jeune homme est retrouvé mort dans une zone humide, elle est la coupable toute désignée. Je vous parle ici d'un de mes derniers coups de cœur et probablement un des plus beaux livres que j'ai lus, rien de moins. Il va clairement entrer dans mon palmarès de mes meilleures lectures. C'est un roman qui est sorti en 2020 et je savais pas du tout de quoi il pouvait bien parler. Comme d'habitude, j'avais pas lu le résumé, mais je me suis lancée grâce à une collègue et amie dans mon précédent travail qui l'avait adoré. Ce roman qu'on décrit comme nature writing, mais qui est en fait bien plus que ça, m'a énormément touchée. Il est remarquablement écrit. J'ai tellement aimé Kaya, donc la protagoniste principale, qui est si émouvante et qu'on voit grandir et apprendre au fil des pages. J'ai été hyper émue par le lien qu'elle entretient avec la nature. Elle fait partie intégrante de son environnement. Et puis quand je lis un livre comme ça qui me plaît plus et qui en plus a des réflexions complexes ou des informations sur la faune et sur la flore, j'aime me pencher un peu sur le profil de l'auteur ou de l'autrice. Et c'est comme ça que j'ai lu qu'elle était zoologiste. Et on a vraiment des descriptions hyper intéressantes des oiseaux, des insectes, de la végétation, mais aussi des interactions entre les espèces et interespèces. On est entièrement plongé dans l'écosystème du marais, on y parle beaucoup de solitude aussi, alors je me dis que c'est plutôt adapté à ma situation d'île déserte.
Bon, je vous ai dit plus tôt que je n'emporterai pas un livre policier, mais celui-ci déroge un peu à la règle, puisqu'il y a bien une enquête tout au long du roman, mais elle ne prend pas le pas sur le reste. C'est plutôt comme un fil rouge qu'on suit et qui s'intensifie vers la fin. Donc c'est même pas tellement pour l'enquête que je retiens ce livre dans ma sélection, même si elle a son importance bien évidemment. Quelques jours après l'avoir lu, j'ai regardé le film que j'ai trouvé vraiment très chouette et qui est produit par Reese Witherspoon. Le film exclut bien évidemment des éléments de l'histoire et c'est surtout qu'on ressent quand même beaucoup moins ce sentiment de solitude, le besoin d'amour de Kaya, et que mine de rien il est plus axé sur l'enquête et sur un côté romance aussi que sur l'apprentissage de la nature. Mais j'ai quand même passé un super bon moment en le regardant. Et sachez d'ailleurs que Taylor Swift a écrit une chanson pour ce film qui est dans le générique de fin. Et je dois bien avouer que j'écoute pas du tout la chanteuse, mais c'est une très belle chanson qui accompagne vraiment bien l'histoire. Et peut-être un argument qui saura en convaincre certains et certaines de le lire ou de regarder là où chantent les écrevisses. En tout cas, un énorme coup de cœur, un livre auquel je repense très très souvent depuis ma lecture. Il m'a vraiment beaucoup marqué et c'est pourquoi je vous le recommande très vivement. Et voilà pour mes recommandations, ou du moins ce que moi j'emmènerais sur mon île déserte. C'est vrai que j'aurais pu vous présenter des livres sur la survie en milieu hostile, sur les plantes comestibles ou ce genre de sujet utile, pertinent pour tenir, mais non, vive la fiction apparemment. Et puis comme ça j'aurais un petit peu l'impression d'être à la maison, de me lire juste un bon pavé sur la plage à Saint-Malo. Mais entre nous, franchement, pour beaucoup moins me prendre la tête, j'emmènerai ma liseuse, un chargeur solaire, et comme ça, pas besoin de m'embêter à choisir. Et puis en prévision de mon naufrage, j'aurai évidemment mis plein de livres dedans. Dites-moi en commentaire sur YouTube, sur Spotify, ou bien sous le post Insta de cet épisode, quels sont les 6 livres que vous emmèneriez sur une île déserte. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou par mail pour échanger, et on se retrouve dans 2 semaines. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau chapitre.